Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur le concept d'artialisation dont on a parlé tout à l'heure, parce que pour moi, c'est très important pour comprendre notre projet sur le tourisme à la Martinique et dans d'autres îles aussi. En fait, on a intitulé un ouvrage Territoires musicaux mis en scène, qui est un peu le résumé de notre projet de recherche, en fait, ce qu'on en a tiré. Et ce pourquoi nous avons travaillé sur le concept d'artialisation, c'est que pour nous, le spectacle mis en tourisme est loin d'être un spectacle inauthentique ou édulcoré. C'est vraiment une autre construction qu'on fait autour du tourisme. Le tourisme existe, il est socialement ancré dans le territoire et on va chercher chez des artistes des traditions nouvelles qui, eux, s'inspirent de la tradition vivante pour créer une autre tradition. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi l'artialisation, c'est-à-dire une tradition musicale mise en spectacle ou mise en tourisme dans le cas des musiques touristiques. Donc, c'est ce qu'on va trouver notamment une problématique qu'on a beaucoup explorée, exploitée dans Territoires musicaux mis en scène, qui a été édité en 2011, je crois, au PUM. De la même manière, on a commencé sur le tourisme pour parler des danses aussi, hein, pour parler des spectacles, mais forcément, là aussi, on est obligé d'introduire la notion du corps et de la corporéité musicale ou des syntaxes et des grammaires corporelles. Et là, donc, toute cette réflexion-là, on peut la retrouver dans un autre bouquin publié au PUM qui s'appelle Quand la musique prend corps et où on essaie de voir justement le rôle du corps dans la détermination de l'esthétique et de la stylistique des musiques. Donc ça, c'est Quand les musiques prennent corps. Ces deux derniers bouquins-là donc émanent d'une grande recherche qui a démarré 6 ans auparavant avec notamment Ghislaine Guertin, qui est philosophe aussi, mais aussi on a travaillé avec Claude Dauphin à l'UQAM, qui est un autre musicologue, avec Gordon Smith, qui est en Ontario, avec une étudiante doctorante, Marie-Hélène Pichette, qui travaille sur le Gros Camp en Guadeloupe. De même que pour la musique prend corps, j'ai travaillé beaucoup étroitement avec deux que vous avez sans doute rencontrés déjà, Sophie Stévens et Serge Lacasse à l'Université Laval. Donc, mais ils sont peut-être trop jeunes encore pour être dépossédés. Ils sont encore en possession de leurs moyens, ils ne sont pas dépossédés non plus. Voilà. Donc, cette mise en parenthèse étant terminée, je voulais maintenant aborder la définition, du moins comment j'entrevois l'ethnomusicologie à partir de toutes ces expériences de terrain et pourquoi j'ai souvent voulu me définir ou me positionner par rapport à l'ethnomusicologie parce que finalement, quand on jette même un bref coup d'œil sur la littérature existante, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs ethnomusicologies. On pourrait même dire autant d'ethnomusicologues que d'ethnomusicologie, ou autant d'ethnomusicologie que d'ethnomusicologues. L'ethnomusicologie, d'abord on sait que l'ethnomusicologie est née, le terme est né en 1959 d'une proposition de Kunz et Litz aux États-Unis qui désirait par cette proposition-là distinguer l'ethnomusicologie de la musicologie. À savoir, la musicologie travaille généralement sur des textes écrits. On essaie d'en comprendre le langage, on essaie de voir le positionnement historique d'un compositeur par rapport à un autre, mais on part généralement de la partition, d'un texte écrit. Ça peut être aussi à partir de l'épistolaire. Hein, donc, on a quand même des documents devant soi. Quand on est en ethnomusicologie, face à des terrains, on n'a pas toujours cette disponibilité de documents écrits. On a parfois maintenant quelques écritures de musiciens, de compositeurs, mais très peu souvent. Alors, comment donc faire pour comprendre cette musique
pour laquelle on n'a presque aucun document historique, aucun document d'origine, sinon dans l'oralité et comment faire pour faire une analyse écrite, passer de l'oral à l'écrit. En fait, c'est ça le problème, la grande question posée à l'ethnomusicologue, comment procéder de cette oralité pour passer à l'écriture, comment faire ce passage de l'oralité à l'écriture. Alors, en France, où j'ai beaucoup œuvré aussi, l'ethnomusicologie avait un contexte d'émergence bien différent déjà de celui des États-Unis. En France, les grandes équipes d'ethnomusicologues se sont construites ou consolidées dans les musées, dans les grands musées, le musée de l'Homme notamment. Et puis après, le musée des arts et traditions populaires. Mais déjà, il y avait une nette distinction entre le musée des arts et traditions populaires par rapport au musée de l'Homme. Le musée de l'Homme travaillait sur les grandes traditions du monde, l'Inde, l'Afrique, etc. Alors que le musée des arts et traditions populaires voulait travailler sur le terrain en Europe ou en France. Donc, on avait déjà des terrains très différents, des objectifs de recherche différents et aussi des méthodes de recherche très différentes. Donc, mais se situant les deux dans des musées, forcément, l'objet occupe un centre très important de préoccupation au niveau de la recherche. Donc, on travaille autour de l'objet, dans un premier temps, en Europe, en France, en Allemagne, même en Grande-Bretagne, dans des grands musées. Donc, on documente les grandes collections ramassées par les équipes de grands explorateurs qui ont commencé à la fin du 19e siècle. Et ça vaut la peine aussi, c'est important de souligner que ces grandes expéditions-là, souvent, ceux qui collectaient les objets revenaient avec les objets, donnaient ça à des chercheurs dans des musées qui, eux, n'avaient pas participé à la collecte. Donc, ceux qui faisaient la collecte n'étaient pas les mêmes personnes que ceux qui faisaient l'analyse des objets, que ce soit des objets instruments ou que ce soit des rouleaux de cire qu'on avait enregistrés. Donc, on peut déjà voir le possible biais d'interprétation au niveau de l'analyse, puisque ceux qui étaient à la collecte n'étaient pas ceux qui étaient à l'analyse et réciproquement. Donc, ça, c'était les débuts de la musicologie comparée, bien avant la naissance même de l'ethnomusicologie, puisque la musicologie comparée était présente en Europe dès la fin du 19e siècle. Aux États-Unis, on a commencé à travailler en ethnomusicologie, même si le nom n'existait pas, autour on appelait ça des tribus, mais des groupes amérindiens. Donc, on faisait une étude de l'autre, mais chez soi. On n'allait pas faire l'étude de l'autre étranger, lointain. Cet autre-là était un autre de proximité. Donc, ce qui a permis déjà aux États-Unis de développer des méthodes de terrain où le chercheur va lui-même sur son terrain faire la collecte et en faire l'analyse. Il fait aussi des collectes non seulement autour de la musique, mais va souvent apprendre la langue, va pratiquer lui-même la musique, va faire des études autour du social, autour du culturel, autour du politique. Donc, on voit poindre déjà du côté États-Unis une idée de l'anthropologie de la musique bien distincte de la musicologie comparée qu'on a essayé d'intégrer dans des musées autour d'équipes qui, après, eux, sont allés sur le terrain, mais autour de l'objet collecté souvent. Donc, les grandes collections d'instruments de musique ont souvent donné lieu à des grands terrains de recherche. Moi, j'ai connu, entre autres, Geneviève Dournon, que je considère une grande ethnomusicologue, qui a travaillé beaucoup du côté de l'Inde, notamment. Elle a aussi travaillé avec Sima Aram à monter un musée en République centrafricaine. Avec elle, j'ai beaucoup appris aussi au niveau de la collecte, de l'analyse, mais pour elle, l'objet instrument n'est pas qu'un instrument de musique, c'est aussi une trace culturelle. Alors, on voit déjà que même autour de l'objet, on sort un peu de l'objet de la musicologie comparée pour aboutir déjà dans des musées français, notamment, avec des études ethnomusicologiques sans que le terrain soit trop au cœur de la démarche. Donc, pour moi, c'est une grande distinction entre le développement et la naissance et le développement. Les conditions d'émergence n'ont pas du tout été les mêmes du côté américain que du côté
états-unien, ce qui peut expliquer encore la divergence au niveau des conceptions et des méthodes d'analyse et théoriques au niveau de l'ethnomusicologie. Un petit coup de terrain. On peut l'arrêter, si tu veux, non? Nous, on prend... Parce que là, j'ai plus la gorge sèche. Ça va se sentir dans la voix, non? Donc, c'est ça. Alors, autant d'ethnomusicologues que d'ethnomusicologie, autant d'ethnomusicologie que d'ethnomusicologues. Cela dit, donc, ça a permis à chacun de nous, ethnomusicologues, de se positionner et de dire, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne ethnomusicologie? Donc, comme j'ai tenté de l'exposer auparavant, pour moi, il est essentiel pour faire de la bonne ethnomusicologie de respecter certaines conditions, notamment, passer de l'objet à la pratique musicale, c'est-à-dire passer d'une étude d'un objet à la performance. Cette performance, elle ne touche pas que les stratégies de production, mais aussi les conduites d'écoute, pour inclure l'esthétique, ce qui n'est pas encore évident pour beaucoup d'ethnomusicologues français. Il n'y a pas tellement longtemps, je posais la question de l'esthétique à Simha Aram, qui a travaillé chez les Pygmées, qui, pour lui, la question de l'esthétique ne relève pas de l'ethnomusicologue. Hein, pour lui, c'est la collecte et la systématique musicale. Ce sont donc les règles de production du son qui l'intéressent. Et le sonore, l'esthétique, non. Ça déborde un peu du champ d'intérêt, selon lui, de l'ethnomusicologue. Donc, chacun va y aller un petit peu comme ça avec sa conception de l'ethnomusicologue, en mettant de l'avant des méthodes de collecte et d'analyse, des méthodes de terrain. Pour moi, l'ethnomusicologie que j'ai toujours enseignée à Montréal, à l'Université de Montréal, c'était vraiment cette ethnomusicologie de terrain et qui inclut les stratégies de production, les conduites d'écoute et le sujet musical autant que celui qui écoute aussi. Je pense que le projet d'esthétique était là pour ça, justement. Aujourd'hui, on assiste aussi à une autre remise en question qui est celle de la question de l'autorité du discours, de l'analyse. Qui, finalement, qui dit quoi et qui réécrit quoi à partir du terrain? C'est une réflexion qui a été amorcée par Marcuse et Clifford et Marcuse en 86. Déjà dans leur premier livre, Writing Culture, on le voyait, ils ont ensuite continué cette réflexion, si bien que beaucoup de nouveaux ethnomusicologues, de jeunes ethnomusicologues, ceux qui m'ont suivi, se questionnent maintenant non pas autour de l'objet ou de la pratique, mais aussi de la manière de se comporter sur le terrain, comment le chercheur prend contact, comment il amorce sa recherche, comment il écrit avec l'autre ou non, quel rôle il donne à la parole de l'autre, le statut aussi de ce musicien. Essaie aussi parfois de s'intégrer avec le musicien comme artiste, musicien, chanteur. Ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on pense, parce que parfois il y a des problèmes de rencontre au niveau de l'esthétique, justement, des règles, des critères d'évaluation, des critères d'écoute, qui ne sont pas toujours les mêmes d'un côté ou de l'autre, ce qui amène parfois à remettre en question le statut même de chercheur de l'ethnomusicologue qui cherche autrement et au contraire à chercher à connaître l'autre de façon plus étroite par des échanges de compétences. Mais comme ces compétences ne sont pas toujours les mêmes de part et d'autre, celle du terrain et celle du chercheur, celui du local ou du scientifique, la rencontre ne se fait pas toujours. Mais on essaie au moins d'établir, je pense, un dialogue entre ces deux niveaux de discours pour au moins essayer de réduire l'écart entre les deux et tenter de voir pourquoi on a cet écart-là et tenter peut-être même parfois de le réduire, à le rendre à une certaine neutralité de discours, ce qui est peut-être aussi une utopie de l'autre côté. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec cette remise en question de l'autorité du terrain, mais il ne faudrait pas que cette remise en question de l'autorité devienne elle-même le danger, je trouve. C'est que cette problématique devienne un objet de recherche et devienne un enjeu de recherche où finalement le chercheur devient son propre objet de recherche en train de faire sa recherche et sa propre autocritique de recherche.
Et là, on se retrouve à dénoncer ce qu'on dénonçait au tout début, c'est-à-dire l'espèce d'ethnocentricité, mais qui finalement est une ethnocentricité critique de soi-même en train de construire une recherche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu le piège que je pense qu'il faut tenter d'éviter et que bien des jeunes chercheurs issus de la postcolonialité, du postmodernisme, du désir véritable et, je pense, sincère, de redonner à l'autre son propre statut et sa propre parole dans l'écriture. Ça, j'en conviens. Mais un peu comme parfois, même à la fin des années 90, on a voulu donner la parole à l'autre au point tel que le chercheur s'est évacué du terrain, même depuis le terrain jusqu'à l'analyse. Moi, je pense que le discours de l'ethnomusicologue aura toujours sa place, tout comme, je ne sais pas, moi, c'est comme si on disait à une femme qui a un problème d'ordre gynécologique de ne pas aller voir son gynécologue parce qu'il n'est pas une femme. Donc, il y aura toujours quand même un discours externe, scientifique, qui a une certaine neutralité et qui n'émane pas du terrain, mais qui n'en évacue pas nécessairement sa valeur non plus. Donc, il y aura une valeur scientifique distincte de la valeur culturelle, ethnographique. Je pense que c'est important de toujours garder ça en tête et de ne pas perdre de vue que le discours scientifique aura toujours sa place dans les analyses ethnomusicologiques. Quand je parle de discours scientifique, je parle de celui du chercheur. Tout comme comme j'ai tenté de le démontrer, on parlait tout à l'heure du tambour des dieux. Quand j'ai fait cette mise en paradigme des rythmes, personne sur le terrain ne m'avait parlé de cette cellule tripartite. C'est le moment de l'analyse externe qui me l'a révélé. Et pourtant, elle a toute sa pertinence dans la compréhension du discours ethnographique et musical stylistique. Donc, pour moi, ce métalangage scientifique aura toujours sa place et sa pertinence, et je ne voudrais pas qu'il soit évacué au profit du seul discours ethnographique par un souci d'autorité du discours et finalement de respect éthique du terrain. C'est deux choses différentes.